lors d'une soirée de gala, la mère de ma femme, Evelyne, m'a tendu un badge nominatif. Il y était inscrit « simple figurant ». Ma femme, Andrea, a gloussé et a dit « c'est pour les repas de famille ». Il n'y avait aucune chaise pour moi à table. Le gala annuel de charité du Country Club de l'Ouest, au milieu des vignobles de Bordeaux, battait son plein autour de moi. 320 invités se mêlaient dans leurs robes de créateurs et leurs costumes à 1000 €. Des coupes de champagne captaient la lumière des lustres en cristal. Je me tenais là, dans mon smoking emprunté, serrant ce maudit badge comme s'il s'agissait d'une condamnation à mort. Eh bien, David, moi, David Moreau, Evelyne Moreau, ma belle-mère, a souri, ce sourire mince comme une lame qu'elle avait perfectionné au fil de 60 années à regarder de haut des gens comme moi. Vous n'allez pas le mettre, David ? Ma femme, Andrea, a pouffé, un gloussement comme si elle avait à nouveau 16 ans au lieu d'être associée principale, à 47 ans, du cabinet Moreau, Blake et Associés, le même cabinet où sa mère tirait encore les ficelles depuis sa position émérite. Allons, mon chéri, a dit Andrea, sans même me regarder. Elle était trop occupée à ajuster le nœud papillon de Brandon Kellerman. Brandon, ce magnate de l'immobilier, le golden boy de la région, qui était devenu notre ami de la famille au cours des 6 derniers mois. Ne sois pas si susceptible. Susceptible, n'est-ce pas ? Parce que m'opposer au fait d'être traité comme du personnel de maison lors de l'événement caritatif de ma propre femme faisait de moi quelqu'un de susceptible. J'ai regardé autour de la table. 8 chaises pour la famille, c'est occupé. La mienne n'était pas manquante. Elle n'avait jamais été là. Ils avaient planifié ça. Chaque détail, jusqu'au plan de table qui avait réussi à oublier mon existence. Vous savez quoi ? Ai-je dit, ma voix portant ce calme particulier qui précède une tempête. Vous avez absolument raison. J'ai retiré mon alliance. 22 ans de mariage résumés dans un simple anneau d'or et je l'ai posé au centre de la table, juste à côté de la sculpture de cygne en glace. Les conversations autour de nous se sont tues comme si quelqu'un avait débranché le courant. Le visage d'Andrea est devenu blanc. David, qu'est-ce que... Vous jouez tous aux dames, dis-je en regardant chacun d'eux dans les yeux. Moi, je joue aux échecs. Le silence s'est étiré comme un fil tendu. 320 invités et on aurait pu entendre tomber une épingle. Les flashs des photographes mondains postés dans la salle ont commencé à crépiter. J'ai marché dehors, sans courir, sans m'enfuir en colère, j'ai juste marché. Mes pas résonnaient sur le parquet en chaîne comme des coups de feu. Derrière moi, j'ai entendu Brandon murmurer à quelqu'un, devinez quoi, le vieux sait enfin quelle est sa place. S'il savait seulement ce que j'étais sur le point de faire à sa place. À la place de tous. Alors, Monsieur Patterson. Note, j'ai gardé Patterson dans le contexte de l'interrogatoire car il s'agit du nom qu'il utilise en tant que victime potentielle de la situation, mais je le change en Moreau pour la cohérence du récit principal, ou je peux le laisser Patterson pour le contraste avec les noms français. Mais ici je vais le laisser Patterson pour le côté nom de l'affaire. Alors, Monsieur Patterson, a dit le commissaire Mills, faisant glisser un dossier en papier craft sur la table métallique. Voulez-vous me parler de votre relation avec Brandon Kellerman ? La salle d'interrogatoire sentait le café froid et les rêves brisés. Les néons bourdonnaient au-dessus, projetant tout dans cette nuance particulière de vert institutionnel qui faisait que tout le monde semblait coupable de quelque chose. Je me suis penché en arrière sur la chaise en plastique et j'ai souri. Drôle, officier, de voir comment la vie d'un homme peut changer à cause d'un bol de soupe froide. Mills a haussé un sourcil. Il était plus jeune que moi d'environ 10 ans, avec ce genre de visage buriné qui vient du fait d'avoir vu trop de stupidité humaine. C'est le commissaire Mills. Et je ne vois pas ce que la soupe a à voir avec l'incident de Monsieur Kellerman. Incident ? J'ai fait rouler le mot dans ma bouche comme un grand cru. Est-ce que c'est comme ça qu'on appelle ça ? Monsieur Kellerman a été retrouvé inconscient dans le parking souterrain de son immeuble hier matin. Les caméras de sécurité vous montrent dans la zone vers minuit. Les caméras de sécurité montrent beaucoup de choses, commissaire. Elles me montrent marcher dans un parking public. Elles me montrent monter dans mon pick-up et partir. Ce qu'elles ne montrent pas, c'est moi posant le petit doigt sur Brandon Kellerman. Mills a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des photos du visage de Brandon. Un œil au beurre noir, une lèvre fendue, une mâchoire meurtrie.
Il avait l'air d'avoir fait 10 rounds contre Mike Tyson et d'avoir perdu chacun d'eux. Il dit que vous l'avez attaqué. Il dit beaucoup de choses, la plupart sont des mensonges. Je me suis penché en avant. Dites-moi, commissaire, est-ce que monsieur Kellerman a mentionné pourquoi j'aurais pu être dans ce parking? Éclairez-moi. Je rendais quelque chose qui lui appartenait. Enfin, techniquement, quelque chose qu'il m'avait emprunté. Mills a attendu. Bonne technique d'interrogatoire. Laissez le silence faire le travail. Ma femme, dis-je, laissez-moi revenir en arrière. 3 jours avant cette conversation avec le commissaire Mills, j'étais toujours David Patterson, mari fidèle et propriétaire de petite entreprise prospère. Je dirigeais Moreau Construction. Rien d'extraordinaire, mais nous construisions des maisons solides pour les familles ouvrières. 22 ans de mariage avec Andrea, qui était passé de l'aide-avocat à associé principal pendant que je tenais la maison. J'étais fier de son succès. Nom d'un chien, j'avais sacrifié beaucoup pour l'aider à y parvenir. J'avais refusé des contrats plus importants qui m'auraient emmené hors de la ville. Je m'occupais des affaires domestiques pour qu'elle puisse travailler tard. Je jouais le mari compréhensif à chaque fête de cabinet et événement caritatif. Le mari compréhensif. Le simple figurant. J'aurais dû le voir venir. Les soirées qui devenaient de plus en plus tardives. Les nouveaux vêtements, le nouveau parfum, la façon dont elle commençait à regarder son téléphone comme s'il contenait les secrets de l'univers. Mais j'étais occupé à être compréhensif. La nuit du gala, je suis rentré chez nous, dans notre maison vide à Saint-Émilion, l'un de ces développements de banlieue où chaque pelouse est parfaite et chaque secret est enfoui sous 2 couches de respectabilité. Andrea n'était pas là. Son côté du lit n'avait pas été utilisé. J'ai trouvé le reçu d'hôtel dans la poche de son manteau le lendemain matin. L'hôtel Weston au centre-ville, chambre 1247, débité sur la carte de crédit d'entreprise de Brandon Kellerman. C'est là que j'ai cessé d'être compréhensif et que j'ai commencé à être curieux. J'ai conduit jusqu'au Weston et j'ai eu une conversation avec Marcus, le directeur de jour. Marcus et moi nous connaissions depuis 15 ans. J'avais construit sa terrasse, et il se souvenait de moi comme du gars qui avait refusé d'être payé lorsque sa femme était tombée malade pendant le projet. La chambre 1247 est réservée tous les mardis et jeudis depuis 3 mois, m'a dit Marcus autour d'un café dans le restaurant de l'hôtel. La même carte de crédit à chaque fois, mardi et jeudi. Les soirées tardives d'Andrea au bureau. Je me suis assis dans mon pick-up sur le parking de l'hôtel pendant 1 heure à faire les calculs. 3 mois, 24 nuits. Ma femme menait une double vie, et j'étais trop stupide ou trop confiant pour le remarquer. C'est alors que mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Demande à ta femme à propos du Penthouse. Brandon Kellerman vivait à la tour Pinacle, 30 étages de verre et d'acier qui dominaient l'horizon du centre-ville comme un doigt d'honneur pointé vers les nuages. Son Penthouse occupait tout le dernier étage parce que, bien sûr, il le faisait. J'avais fait mes recherches. Brandon était de l'ancienne richesse essayant de paraître nouveau riche. Ou peut-être était-ce l'inverse. Sa famille avait fait fortune dans l'immobilier 3 générations auparavant, et Brandon l'avait transformé en son propre empire de développement de luxe et de propriété commerciale. Il était aussi, selon les Page Society, l'un des célibataires les plus recherchés de la ville. Apparemment, les Page Society n'avaient pas reçu le mémo concernant le fait qu'il fréquentait des femmes mariées. Je me suis garé à 6 pâtés de maison et je suis monté sur le toit de l'immeuble de bureau en face de la tour Pinacle. 20 ans de travail dans la construction m'avaient maintenu en forme convenable, et j'avais appris quelques astuces pour entrer dans des endroits où je n'étais pas censé être. Le toit m'offrait une vue parfaite sur les fenêtres du sol au plafond de Brandon. Je me suis installé avec une paire de jumelles que j'avais empruntées pour mon équipement de chasse et j'ai attendu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 19h30, les lumières se sont allumées dans le Penthouse. Brandon est apparu le premier, desserrant sa cravate, se versant un verre d'un bar qui coûtait probablement plus cher que mon pick-up. À 19h45, Andrea est apparue. Elle portait une robe rouge que je n'avais jamais vue. Ses cheveux étaient différents aussi. Plus longs, plus coiffés. Elle ressemblait à une femme que je n'avais jamais rencontrée, et peut-être que je ne l'avais jamais fait. Je les ai regardés s'embrasser. Les regarder lui verser du vin. Les vu rire de quelque chose qu'il avait dit, en jetant la tête en arrière d'une manière dont elle n'avait pas ri avec moi depuis des années.
J'ai pris des photos avec mon téléphone. Pas parce que j'avais besoin de preuves. Je pouvais voir les preuves de mes propres yeux. Mais parce que j'avais le sentiment que j'aurais besoin de preuves pour ce qui allait suivre. À 20h15, Brandon est parti. Je l'ai regardé marcher vers l'ascenseur, j'ai regardé les chiffres s'allumer pendant qu'il descendait. Il est sorti de l'immeuble 5 minutes plus tard et est monté dans une Mercedes noire. Je l'ai suivi. Brandon conduisait comme un homme qui n'avait jamais fait face aux conséquences de quoi que ce soit dans sa vie. Il a grillé 2 feux rouges et a coupé la route à un camion de livraison avant de se garer dans le parking souterrain sous l'immeuble Kellerman, le siège social de sa famille. Je me suis garé dans la rue et j'ai pris les escaliers jusqu'au toit du bâtiment. L'immeuble Kellerman n'avait que 12 étages, mais il était relié au parking souterrain par une passerelle au 8e étage. Ce que j'étais sur le point de faire était stupide, dangereux, probablement illégal. Je l'ai fait quand même. La porte d'accès au toit était verrouillée, mais les serrures n'avaient jamais été un grand défi pour un homme qui avait passé 20 ans à s'introduire sur des chantiers pour vérifier ses équipes. À l'intérieur du bâtiment, il faisait sombre, à l'exception des lumières de sécurité dans les couloirs. J'ai trouvé la passerelle et j'ai traversé jusqu'au parking souterrain. La Mercedes de Brandon était garée sur une place marquée réservée Monsieur Kellerman parce que même sa place de parking devait annoncer son importance. J'ai attendu dans l'ombre derrière un pilier en béton. Brandon est sorti de l'ascenseur 20 minutes plus tard, parlant fort au téléphone. Non, elle ne se doute de rien, disait-il. Le mari est un blue-collar complètement. Un moins que rien. Elle est prête à demander le divorce dès que nous aurons réglé les finances. Je suis sorti de l'ombre. Bonjour, Brandon. Il a fait un bond en arrière, faisant presque tomber son téléphone. David, qu'est-ce que tu fous là? Drôle de chose à propos du fait d'être un idiot, dis-je en marchant lentement vers lui. Les gens ont tendance à vous sous-estimer. Brandon était plus grand que moi, plus jeune, plus grand, probablement plus fort, mais il n'avait jamais eu un vrai combat de sa vie. Et je pouvais le voir dans ses yeux. La peur, la réalisation que son argent et son nom n'allaient pas l'aider ici. Écoute, David, je pense qu'il y a eu une sorte de malentendu. Pas de malentendu. J'étais assez proche maintenant pour sentir son après-rasage coûteux. Tu as pris ma femme. Tu m'as humilié devant 300 personnes. Tu m'as traité de moins que rien. Je n'ai jamais dit. Tu as raison sur une chose, cependant. Je suis blue-collar. Tu sais ce que ça veut dire, Brandon? Il a secoué la tête. Ça veut dire que je répare ce qui est cassé. J'ai souri. Et toi, mon ami, tu es très cassé. Je ne l'ai pas frappé. Je n'ai pas posé le petit doigt sur lui. Pas besoin. Brandon a balancé le premier coup, un crochet sauvage et désespéré qui a manqué de 6 pouces. Son élan l'a entraîné vers l'avant, et je me suis simplement écarté. Il a trébuché, a accroché son pied sur la barrière en béton du parking, et est tombé lourdement. Son visage a rencontré le béton avec un smack humide. Je me suis agenouillé à côté de lui alors qu'il gémissait et se retournait, le sang coulant de son nez. Voici le truc avec les échecs, Brandon, dis-je à voix basse. La reine est la pièce la plus puissante sur l'échiquier, mais ce n'est pas la plus importante. Je me suis levé et je suis parti, le laissant saigner sur le sol du garage. Le roi est de retour. Dans la salle d'interrogatoire, le commissaire Mills m'étudiait comme si j'étais un casse-tête qu'il n'arrivait pas à résoudre. Alors, vous dites que M. Kellerman vous a attaqué et que vous vous êtes défendu? Je dis que M. Kellerman est un homme maladroit qui ne regarde pas où il marche. Le béton est impitoyable, commissaire. Je devrais le savoir. Je travaille avec tous les jours. Mills a feuilleté ses notes. Les images de vidéosurveillance montrent que vous avez quitté le garage à minuit 17. M. Kellerman n'a été retrouvé qu'à 6h30 le lendemain matin. Longue nuit pour lui. Il était inconscient pendant plus de 6 heures. Comme je l'ai dit, le béton est impitoyable. Mills a fermé le dossier. Monsieur Kellerman souhaite porter plainte. Monsieur Kellerman souhaite beaucoup de choses. Cela ne signifie pas qu'il va les obtenir. Vous semblez assez confiant pour un homme qui pourrait faire face à des accusations d'agression. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Dites-moi, commissaire, avez-vous vérifié les relevés téléphoniques de Monsieur Kellerman?
Pourquoi ferais-je cela? Parce que si vous l'aviez fait, vous trouveriez quelques SMS très intéressants. Des messages à ma femme. Des messages qui pourraient expliquer pourquoi un homme serait assez en colère pour attaquer quelqu'un dans un parking. Mills a haussé un sourcil. Vous insinuez que vous avez des preuves d'une liaison? J'insinue que si M. Kellerman veut rendre cela public, je suis prêt à le rendre très public en effet. Le commissaire est resté silencieux un long moment. Puis il a rouvert le dossier et en a sorti une seule feuille de papier. Chose curieuse, dit-il. M. Kellerman a appelé ce matin. Il dit qu'il ne veut plus porter plainte après tout. Il dit que tout était un malentendu. Les malentendus arrivent. Oui. Mills s'est levé. Ils arrivent. Vous êtes libre de partir, monsieur Patterson, Moreau. Mais laissez-moi vous donner un conseil. Restez loin de Brandon Kellerman. Ne vous inquiétez pas, commissaire. J'ai fini avec monsieur Kellerman. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Pour l'instant, ai-je ajouté à voix basse. Tom Brennan possédait un club de boxe dans la vieille partie de la ville, où les bâtiments étaient en briques et les rêves plus petits mais plus honnêtes. Il était mon meilleur ami depuis le lycée, à l'époque où nous étions tous les deux jeunes et stupides et pensions que le monde nous devait quelque chose. Je l'ai trouvé au club cet après-midi-là, frappant le sac de frappe comme s'il l'avait personnellement offensé. J'ai entendu dire que vous aviez eu de l'excitation hier soir, Tom, a-t-il dit sans arrêter son entraînement. La nouvelle voyage vite. Plus vite quand elle implique Brandon Kellerman en train de manger du béton. Tom a asséné un crochet droit particulièrement vicieux. Je ne peux pas dire que je suis désolé de l'entendre. Tu connais Brandon. Je le connais. Sa famille possède la moitié de l'immobilier commercial de cette ville, y compris l'immeuble qui abritait ma première salle de sport. Tom a finalement arrêté de frapper le sac et s'est tourné pour me faire face. Ils m'ont expulsé il y a 10 ans pour qu'ils puissent construire des appartements. Je ne l'ai jamais oublié. Je lui ai tout raconté. La liaison, les reçus d'hôtel, l'humiliation au gala de charité. Tom a écouté sans interrompre, son visage devenant plus sombre à chaque détail. Alors, quel est ton plan? A-t-il demandé quand j'ai eu fini. Je suis en train de travailler dessus. Eh bien, quand tu auras trouvé, compte sur moi. Tom, je ne peux pas te demander de. Tu ne demandes pas. Je me porte volontaire. Il a attrapé 2 bouteilles d'eau dans un mini-réfrigérateur et m'en a lancé une. De plus, il semble que ce personnage de Brandon ait besoin d'apprendre les bonnes manières. Ce n'est pas seulement Brandon, c'est aussi Andrea. Et sa mère. Toute la famille, hein? Tom a souri, mais ce n'était pas une expression agréable. Encore mieux. Nous avons passé l'heure suivante à planifier. Tom avait des contacts dans toute la ville. Des gars qui lui devaient des faveurs. Des gars qui savaient des choses, des gars qui pouvaient faire bouger les choses sans laisser d'empreinte digitale. La clé, dit Tom, c'est de les frapper là où ça fait mal, pas sur leur visage. Ça, c'est la prison. Frappe leur portefeuille, leur réputation, leurs égos. Je veux qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti lors de ce gala. Humiliés, impuissants. Puis nous le rendrons public. Vraiment public. Au moment où j'ai quitté le club, nous avions les débuts d'un plan. Il n'était pas encore complet, mais c'était un début. La vengeance, j'apprenais, ressemblait beaucoup à la construction. Il fallait la construire pièce par pièce, en s'assurant que chaque pièce était solide avant d'ajouter la suivante. Et j'étais très doué pour construire des choses. 2 semaines plus tard, j'étais assis au bar Murphy avec 3 hommes que je considérais comme mes amis les plus proches depuis 15 ans. Le bar Murphy était le genre d'endroit où les hommes qui travaillaient venaient boire de la bière et se plaindre de leur patron, de leur femme et de leur vie. C'était notre endroit habituel tous les vendredis soirs depuis que nous avions tous 40 ans et que nous avions réalisé que nous avions besoin de quelque chose à attendre avec impatience. Jack Morrison était le cousin d'Andrea, le neveu d'Evelyn, et associé dans le même cabinet d'avocats. Il était aussi celui qui avait probablement parlé à Andrea de mes visites à l'hôtel. Pete Williams dirigeait Williams Électricité et nous avions travaillé ensemble sur des dizaines de projets au fil des ans. Son entreprise avait câblé la moitié des maisons que j'avais construites. Mike Shen possédait Shen et Associés, le cabinet de comptabilité qui s'occupait de mes affaires professionnelles et personnelles.
Il s'occupait de mes livres depuis 10 ans. Ils me regardaient tous comme si j'avais une deuxième tête. Tu dois t'excuser, dit Jacques, pas pour la première fois. À Andrea, à Brandon, à ma tante. Ce que tu as fait au gala était embarrassant. Embarrassant pour qui? Pour tout le monde. Pour la famille. Je ne fais plus partie de la famille, Jacques. Ta cousine l'a clairement montré. Pete se pencha en avant. Allons, Dave. Le mariage demande beaucoup de travail. Tu ne peux pas simplement abandonner à cause d'une mauvaise soirée. Une mauvaise soirée? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Pete, ma femme couche avec Brandon Kellerman depuis 3 mois. Une mauvaise soirée, c'est oublier de sortir les poubelles. Mike se déplaça inconfortablement sur son siège. Peut-être devriez-vous envisager une thérapie. Réparer les choses. Réparer les choses? J'ai pris une longue gorgée de ma bière. Laissez-moi vous demander quelque chose, les gars. Vous saviez? Le silence s'est étiré comme un fil tendu. Vous saviez? J'ai répété. Jacques fut le premier à craquer. Nous soupçonnions que quelque chose pouvait être compliqué. Compliqué. Un autre excellent mot. Donc vous saviez que ma femme me trompait et vous n'avez rien dit. Ce n'était pas notre rôle, dit Pete. Mais c'est votre rôle de me dire de m'excuser auprès de l'homme qui couche avec ma femme. David, tu es déraisonnable, dit Mike. Ce sont des gens importants. La famille d'Andrea a des contacts dans toute cette ville. La famille de Brandon possède la moitié du centre-ville. Tu ne peux pas simplement déclarer la guerre contre eux et t'attendre à gagner. Regardez-moi. Jacques se pencha en arrière sur sa chaise. Tu sais quel est ton problème, Dave? Tu as toujours été un petit gars essayant de jouer dans la cour des grands. Andrea t'a dépassé il y a des années. Peut-être qu'il est temps que tu l'acceptes. C'est là que j'ai compris que ce n'étaient plus mes amis. Peut-être qu'ils ne l'avaient jamais été. Ils étaient les amis d'Andrea, les amis d'Evelyn, les amis de la famille Morrison. J'étais juste le mari blue-collar qu'ils toléraient parce qu'ils le devaient. Tu as raison, Jacques, dis-je en me levant. Je suis petit, mais vous savez ce que les petits gars savent bien faire? Ils ont attendu. Nous sommes doués pour garder rancune. J'ai jeté un billet de 20 € sur la table et je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu Jacques dire « Il va se calmer ». Il n'a pas le choix. Il se trompait à ce sujet. J'avais beaucoup de choix. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au bureau de Morrison, Blake et Associés. Le bâtiment était tout en verre et en acier, conçu pour intimider quiconque franchissait la porte d'entrée. Un monument au pouvoir de l'argent et des connexions. Je ne suis pas passé par la porte d'entrée. Je suis passé par l'entrée de service où les équipes de maintenance et les camions de livraison entraient et sortaient. J'avais appris il y a longtemps que si vous portiez des vêtements de travail et un bloc-notes, vous pouviez entrer presque n'importe où. Le superviseur de maintenance du bâtiment s'appelait Carlos Rodriguez. J'avais travaillé avec Carlos sur 3 projets différents au fil des ans, et il me devait une faveur pour l'avoir aidé à trouver un emploi pour son frère chez l'un de mes sous-traitants. J'ai besoin d'entrer dans le bâtiment après les heures de bureau, lui ai-je dit autour d'un café dans la salle de pause du quai de chargement. Rien d'illégal. J'ai juste besoin de regarder des dossiers. Carlos a étudié mon visage. C'est à propos de ta femme? Oui, c'est elle qui est mariée à Brandon Kellerman maintenant. Pas encore, mais c'est ce qui semble être le plan. Carlos est resté silencieux un instant. Puis il a fouillé dans sa poche et a sorti une carte magnétique. Les caméras de sécurité bouclent toutes les 4 heures, dit-il. Entre 2 h et 3 h du matin, elles montrent de vieilles séquences. Vous n'avez pas eu ça de moi. Je n'ai jamais été ici. Cette nuit-là, je me suis introduit dans le bâtiment Morrison Blake et Associés et je me suis dirigé vers le bureau d'Andrea au 15e étage. Son ordinateur était protégé par un mot de passe, mais j'étais marié à elle depuis 22 ans. Je connaissais ces mots de passe. Notre anniversaire, l'anniversaire de notre fille, des variations sur les mêmes thèmes. J'ai eu raison au 3e essai. Les emails d'Andrea étaient une mine d'or. Pas seulement les messages personnels entre elle et Brandon, même si cela était assez grave, mais aussi la correspondance commerciale. Andrea partageait des informations sur ses clients avec Brandon.
des informations qu'il avait utilisées pour réaliser des investissements immobiliers stratégiques. Ce n'était techniquement pas illégal, mais c'était certainement contraire à l'éthique. Le genre de choses qui pourrait faire radier un avocat si les bonnes personnes l'apprenaient. J'ai tout copié sur une clé USB et j'ai quitté le bâtiment de la même manière que j'étais entré. La phase suivante de mon plan allait nécessiter de l'aide. J'ai revu Tom le lendemain soir. Cette fois, nous n'étions pas seuls. Tom avait amené Maria Santos, une journaliste pigiste qui essayait d'exposer la corruption sur le marché immobilier de la ville depuis 2 ans. Maria avait une trentaine d'années, avec ce genre d'intelligence vive qui vient d'années à fouiller dans des histoires que les gens puissants ne voulaient pas voir racontées. Elle enquêtait sur les pratiques commerciales de la famille Kellerman et était très intéressée par ce que j'avais à offrir. C'est bien, dit-elle en faisant défiler les fichiers sur ma clé USB. Très bien. Votre femme agissait essentiellement comme une source interne pour les transactions immobilières de Kellerman. Il savait quels biens seraient impliqués dans des procès, quels développements feraient face à des problèmes de zonage, quelles entreprises étaient en difficulté financière. Est-ce que c'est suffisant? Ai-je demandé. C'est un début. Mais si nous voulons faire tomber eux deux, nous avons besoin de plus. De quel genre de plus? Maria a souri. Nous avons besoin qu'ils avouent. Elle a expliqué son plan. C'était risqué, mais c'était aussi brillant. Nous allions mettre en place une situation où Andrea et Brandon s'incrimineraient, et nous allions enregistrer chaque mot. La clé était de leur faire croire qu'ils étaient en sécurité. 3 jours plus tard, j'ai appelé Andrea et lui ai demandé de nous rencontrer pour un café. Elle a accepté, pensant probablement que j'étais prêt à discuter des conditions du divorce. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville, le genre d'endroit où les avocats et les gens d'affaires menaient des conversations privées. J'avais choisi l'endroit avec soin. Maria était assise à une table de l'autre côté de la pièce, son ordinateur portable ouvert, ressemblant à n'importe quel autre pigiste travaillant sur une histoire. Elle enregistrait également tout grâce à un système de microphone de haute technologie que Tom avait obtenu grâce à ses contacts moins connectés. « Tu as l'air terrible », dit Andrea quand elle s'est assise en face de moi. « Merci. Tu as l'air super. » Elle l'était. Elle portait une nouvelle tenue, ses cheveux parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Elle ressemblait à une femme qui avait trouvé le bonheur. Et cela a rendu ce que j'étais sur le point de faire plus facile. Je veux parler du divorce, dis-je. Bien. Il est temps que nous réglions cela comme des adultes. Je suis d'accord. Mais d'abord, je veux comprendre quelque chose. Depuis combien de temps ça dure avec Brandon? Andrea soupira. David, je ne pense pas. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir. 6 mois, dit-elle finalement. Ça a commencé à la réunion de famille Morrison au printemps dernier. Et tu partages des informations sur les clients avec lui? Son visage est devenu pâle. De quoi parles-tu? L'accord de développement de Westfield, le procès Patterson Industries, la restructuration du fonds Morrison. Tu lui as donné des informations privilégiées pendant des mois. Je ne sais pas ce que tu penses savoir. Je sais tout, Andrea. Je sais pour les chambres d'hôtel, les transactions commerciales, les plans pour m'humilier au gala. Je sais que tu as planifié ce divorce depuis avant même que je ne me doute de quoi que ce soit. Andrea est restée silencieuse un long moment. Quand elle a repris la parole, sa voix était différente. Plus froide. Tu n'étais pas censé le découvrir comme ça. Comment étais-je censé le découvrir? Nous allions te le dire après les élections. Quelles élections? Brandon se présente au conseil municipal l'année prochaine. Nous ne pouvions pas avoir un scandale pendant la campagne. Alors, tu allais attendre qu'il soit élu pour divorcer d'avec moi? Ce serait plus propre. Je la fixais. Cette femme que j'avais épousée pendant 22 ans, que j'avais soutenue, aimée et en qui j'avais eu confiance, parlait de notre mariage comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Plus propre, répétai-je. David, tu dois comprendre. Je comprends parfaitement. Je me suis levé. Je comprends que tu es une femme menteuse, trompeuse, manipulatrice qui a vendu ses clients pour un homme qui ne te voit que comme un tremplin vers une carrière politique. Ce n'est pas vrai. C'est tout vrai. Et demain matin, tout le monde va aussi le comprendre. Je suis sorti,
la laissant seule à la table. Derrière moi, j'ai entendu ses doigts composer frénétiquement son téléphone. « Brandon, dit-elle, nous avons un problème. » L'histoire a éclaté un mardi matin. Maria avait fait son travail avec brio, combinant les preuves de l'ordinateur d'Andrea avec la conversation enregistrée du café. Le titre du Tribune de la ville disait « Avocate accusée de partager des secrets de clients avec son petit ami promoteur ». L'article détaillait tout. La liaison, les informations d'initiés, le calendrier du divorce planifié lié aux ambitions politiques de Brandon. Il dressait le portrait de deux personnes qui avaient placé leurs désirs personnels au-dessus de l'éthique professionnelle et des obligations légales. À midi, l'histoire avait été reprise par les chaînes de télévision. Le soir, elle était en tête des tendances sur les réseaux sociaux. Je regardais les nouvelles depuis le club de Tom, entouré d'une douzaine de gars qui me connaissaient depuis des années et voyaient enfin la vraie histoire. « Jésus, Dave, dit l'un d'eux. Elle t'a vraiment fait un coup monté ? » « Oui, c'est le cas. » Mon téléphone avait sonné toute la journée. Des reporters, des avocats, des amis que je n'avais pas vus depuis des années. J'avais ignoré la plupart des appels, mais il y en avait un que je devais prendre. « Papa, c'était ma fille Sarah appelant depuis l'université. Je viens de voir les nouvelles. Tu vas bien ? » « Je vais bien, ma chérie. Ta mère m'appelle toute la journée. Elle dit que tu l'as piégée. Qu'en penses-tu ? » Sarah est restée silencieuse un moment. Je pense qu'elle a menti à nous tous pendant très longtemps. Je ne suis pas désolé. Je suis contente que quelqu'un ait enfin dit la vérité. Après avoir raccroché, Tom m'a apporté une bière et s'est assis à côté de moi. Alors, quelle est la suite ? A-t-il demandé. Maintenant, on attend. Pourquoi ? Qu'ils fassent leur prochain mouvement. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le lendemain matin, j'ai trouvé Jack Morrison qui m'attendait sur le parking de mon bureau. Il n'était pas seul. Pete Williams et Mike Chen étaient avec lui, ainsi que deux hommes que je ne reconnaissais pas, mais qui avaient l'air incontestable d'avocats coûteux. « Nous devons parler, dit Jack. Je vous écoute. Pas ici, quelque part de privé. Nous nous sommes retrouvés dans une salle de conférence chez Morrison Blake et Associés. Le même immeuble où j'avais volé les dossiers d'Andrea. Le même cabinet qui était maintenant en mode contrôle des dégâts total. L'un des avocats, un homme mince aux cheveux argentés et aux yeux morts, a fait la plupart des discours. « Monsieur Moreau, Patterson, dit-il, mes clients sont prêts à vous offrir un règlement très généreux en échange de votre rétractation publique des accusations contre Madame Patterson et Monsieur Kellerman. » Combien de généreux ? 2 millions d'euros ? J'ai sifflé doucement. C'est beaucoup d'argent. C'en est. Tout ce que vous avez à faire est de signer une déclaration disant que vous vous êtes trompé au sujet de la liaison et des transactions commerciales. Dites que vous étiez ému, que vous ne pensiez pas clairement. Et si je ne le fais pas ? L'avocat a souri, mais cela n'atteignait pas ses yeux. Alors nous serons forcés d'engager des poursuites judiciaires. Diffamation, atteinte à la vie privée, vol d'informations confidentielles. Nous vous poursuivrons pour tout ce que vous possédez et tout ce que vous posséderez un jour. J'ai regardé autour de la pièce. Jacques, Pete et Mike me fixaient tous avec des expressions allant de l'espoir au désespoir. C'étaient des hommes dont les moyens de subsistance dépendaient de rester en bons termes avec la famille Morrison. Puis-je avoir quelques minutes pour y réfléchir ? Bien sûr. Je suis sorti de la salle de conférence et j'ai appelé Tom. Il m'offre 2 millions pour me taire, dis-je. Tu vas les accepter ? Qu'en penses-tu ? Je pense que 2 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, mais certaines choses valent plus que l'argent. Oui, c'est le cas. Je suis retourné dans la salle de conférence. Messieurs, dis-je, j'ai une contre-proposition. Ils ont attendu. Allez au diable. La guerre a escaladé rapidement après cela. La famille Morrison et Brandon Kellerman ont tout ce qu'ils avaient contre moi. Procès, enquêteur privé, pression sur mes contacts commerciaux et mes fournisseurs. En une semaine, j'avais perdu 3 contrats majeurs et 2 de mes meilleurs sous-traitants. Mais j'étais dans les affaires depuis 20 ans, et j'avais appris à traverser les tempêtes. Plus important encore, j'avais des alliés qu'ils ne connaissaient pas. L'histoire de Maria avait ouvert des vannes.
D'autres personnes se sont manifestées avec leurs propres histoires sur les pratiques commerciales de la famille Kellerman, l'abus de pouvoir de la famille Morrison, la corruption qui se cachait à la vue de tous depuis des années. Un grand jury a été convoqué pour enquêter sur les transactions immobilières. L'Ordre des avocats de l'État a ouvert une enquête éthique sur la conduite d'Andrea. La campagne de Brandon pour le conseil municipal s'est effondrée avant même d'avoir officiellement commencé. Mais je n'étais pas satisfait. Je voulais plus que des conséquences professionnelles. Je voulais de l'humiliation personnelle. Je voulais qu'il ressente exactement ce que j'avais ressenti lors de ce gala de charité. Je voulais qu'il comprenne ce que signifiait être impuissant. L'occasion s'est présentée 3 semaines plus tard. La fête annuelle d'été de la famille Morrison dans leur domaine à Saint-Émilion. La même fête où j'avais rencontré Andrea il y a 25 ans, à l'époque où nous étions jeunes et stupides et pensions que l'amour triomphe de tout. La fête devait être une démonstration de force, une démonstration que la famille traversait le scandale et en sortirait plus forte que jamais. 200 invités, dont des juges, des politiciens, des hommes d'affaires et des reporters mondains. Je n'étais pas invité, bien sûr, mais Tom connaissait un gars qui travaillait pour la société de restauration. À 20h30, juste au moment où Evelyn Morrison faisait son discours annuel sur les valeurs familiales et le service communautaire, les lumières se sont éteintes. Quand elles se sont rallumées 30 secondes plus tard, tous les téléviseurs de la maison diffusaient un diaporama des SMS d'Andrea et de Brandon. Les messages explicites, ceux où ils riaient de ma stupidité, planifiaient leur avenir ensemble et discutaient des actifs que je pourrais réclamer dans le divorce. Les écrans montraient également des documents financiers documentant le système de délit d'initié, des emails entre Brandon et des fonctionnaires de la ville concernant des changements de zonage, et des conversations téléphoniques enregistrées où Evelyn Morrison discutait de soudoyer un juge. J'ai regardé depuis l'autre côté de la rue alors que le chaos éclatait à l'intérieur du manoir. Les invités se sont enfuis comme si le bâtiment était en feu. Les équipes de nouvelles sont arrivées en quelques minutes. Quelqu'un les avait prévenus d'une histoire majeure éclatant au domaine Morrison. À minuit, tout était sur les réseaux sociaux. Au matin, ce serait une nouvelle nationale. J'ai conduit jusqu'à ma maison vide et je me suis versé un verre. Sur la télévision, un présentateur de nouvelles discutait du scandale Morrison-Kellerman et de ses implications pour la corruption dans le gouvernement local. Mon téléphone a sonné. C'était Andrea. « Tu nous as détruits, dit-elle. » Sa voix était creuse, vaincue. « Non, dis-je, vous vous êtes détruit vous-même. J'ai juste veillé à ce que tout le monde puisse le voir. L'ordre des avocats va me radier. La société de Brandon fait l'objet d'une enquête fédérale. Sa famille l'a complètement coupé. Nous avons tout perdu. Tant mieux. Comment peux-tu dire ça? Nous avons été mariés pendant 22 ans. Cela ne signifie-t-il rien pour toi? Cela signifiait tout pour moi. C'est pour ça que ça fait si mal. Elle pleurait maintenant. Qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce qu'il faudra pour que tu arrêtes? J'ai réfléchi à cette question un long moment. Je veux que tu te souviennes de ce sentiment, dis-je finalement. Je veux que tu te souviennes de ce que ça fait d'avoir sa vie détruite par quelqu'un en qui on a eu confiance. Je veux que tu te souviennes de ce que ça fait d'être humilié devant tous ceux que tu connais. David, je veux que tu te souviennes que tu as fait ça toi-même. J'ai raccroché. Dehors, il a commencé à pleuvoir. Je me suis assis dans mon salon en écoutant l'eau frapper les vitres et j'ai réalisé que pour la première fois depuis des mois, je me sentais en paix. La vengeance, il s'avérait, était un plat qui se mangeait froid, servi avec un accompagnement de justice. 3 mois plus tard, Andrea avait été radiée et travaillait comme parajuriste pour un petit cabinet dans un autre État. Brandon Kellerman faisait face à des accusations fédérales de fraude et de corruption. Son empire immobilier s'était effondré et il avait été contraint de retourner vivre chez ses parents. Evelyn Morrison avait démissionné du cabinet d'avocats qu'elle avait aidé à bâtir et faisait face à ses propres problèmes juridiques. Jacques, Pete et Mike avaient tous essayé de se réconcilier avec moi, mais je n'étais pas intéressé. Certains ponts, une fois brûlés, ne pouvaient pas être reconstruits. J'étais assis dans le club de Tom un soir, le regardant entraîner un jeune combattant qui me rappelait moi-même à cet âge. Affamé, déterminé, prêt à affronter le monde. Des regrets? Demanda Tom. J'y ai pensé. Justin. Lequel? Tom a ri. Tu sais quel était ton problème, Dave?
Tu jouais leur jeu selon leurs règles. Dès que tu as commencé à jouer selon tes propres règles, tu as gagné. Ouais, c'est vrai. Mon téléphone a vibré. SMS d'un numéro inconnu. Tu penses avoir gagné, mais ce n'est pas fini. Certains d'entre nous ont une longue mémoire. J'ai montré le message à Tom. Il l'a lu et a haussé les épaules. Probablement un des cousins Morrison. Ou peut-être que Brandon essaie de se montrer dur depuis le sous-sol de ses parents. Devrais-je m'inquiéter de quoi? Tu n'as plus rien à perdre et ils n'ont plus rien pour se battre. Tom a souri. De plus, tu as des amis maintenant. De vrais amis. Il avait raison. Au cours des derniers mois, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens dans cette ville qui attendaient que quelqu'un tienne tête à des familles comme les Morrison et les Kellerman. Des gens qui avaient été bousculés, trompés, humiliés ou ignorés. Des gens comme moi. J'ai supprimé le message menaçant et j'ai rangé mon téléphone. Qu'ils viennent. Je n'étais pas le même homme qui s'était assis tranquillement à ce gala de charité pendant que sa femme et sa famille le traitaient comme du personnel de maison. J'étais l'homme qui avait fait tomber deux des familles les plus puissantes de la ville en n'utilisant rien d'autre que la vérité et une volonté de se battre. J'étais l'homme qui avait transformé le fait d'être sous-estimé en une arme. J'étais le simple figurant qui était devenu le joueur le plus dangereux sur le terrain.